Le silence n'est jamais vraiment silencieux ici. Il est tapissé d'une mélodie d'ascenseur, une boucle de 3 notes de ukulélé qui semble gratter directement la paroi interne de mon crâne. Quand j'ai ouvert les yeux pour la première fois sur ce sable d'un blanc chirurgical, j'ai cru à un rêve lucide, une récréation numérique après une vie de grisaille. Quelle erreur monumentale. Mon corps ne m'appartient plus tout à fait. Mes mains sont devenues des sphères charnues, dénuées de doigts, incapables de saisir la texture du monde autrement que par une sorte d'aimantation grotesque. Je n'ai plus de système digestif, plus de besoins naturels, seulement une faim spirituelle qui me tord les viscères invisibles. Je regarde le ciel. Les nuages sont d'une texture plate, des calques qui se superposent avec une régularité de métronome. Le soleil est une lampe de bloc opératoire qui ne réchauffe jamais la peau. Il y a ce raton laveur. Il ne parle pas vraiment. Il émet des cliquetis rapides, une sorte de gargouille de modem défectueux, tandis que ses yeux noirs, 2 billes d'onyx sans fond, sondent mon désespoir. Il m'a donné une pelle dont le manche semble fait d'os poli. Il m'a montré par des gestes saccadés de marionnettes désarticulées que ma survie dépendait de l'extraction de richesses de ce sol maudit. Les autres habitants sont les pires. Ce sont des parodies de vie. Prenez Rosie. Dans le jeu, elle était une chatte bleue pétillante. Ici, c'est une masse de fourrure synthétique dont l'odeur rappelle le formol et la barbe à papa périmée. Elle ne marche pas, elle glisse sur le sol, ses pattes ne quittent jamais vraiment la pelouse d'un vert trop saturé, pour être honnête. Elle me fixe avec un sourire permanent, une fente béante qui ne se referme jamais, révélant une absence totale de gorge. Parfois, je la surprends à l'arrêt face à un arbre, pendant des heures. Elle ne cligne pas des yeux, elle attend que le script de l'univers lui commande de bouger. Quand je m'approche, elle pivote d'un coup sec, sa tête faisant un angle de 180 degrés dans un craquement de plastique brisé, et ce son de cliquetis joyeux sort de sa poitrine. C'est un cri de détresse encodé, en langage machine. J'ai essayé de fuir, j'ai nagé vers l'horizon jusqu'à ce que mes bras me brûlent. Mais l'eau devient gélatineuse, puis solide. J'ai frappé contre un mur invisible, une paroi de verre tiède qui entoure cette île prison. De l'autre côté, il n'y a que le néant, un vide numérique, une grille de pixels morts où flottent des morceaux de code corrompus. Le plus terrifiant reste la maison. Une boîte carrée qui s'agrandit au fur et à mesure que je déterre des sacs de pièces d'or dont l'origine me hante. Chaque nuit, alors que la musique devient plus lente, plus dissonante, les murs se rapprochent. Les meubles que je suis forcé d'installer, des commodes en bois de cerisier, des lits au drap d'un jaune criard, semblent faits de chair humaine recouverte de peinture. Hier, j'ai voulu abattre un arbre. Ma hache s'est enfoncée dans l'écorce et au lieu de la sève, c'est un sang épais et noir qui a jailli, maculant mes mains globuleuses. L'arbre a émis un gémissement basse fréquence qui a fait vibrer mes dents. En tombant, il n'a pas laissé de bois, mais des segments de membres momifiés soigneusement emballés dans du papier cadeau. Je commence à oublier mon nom. Je commence à oublier le goût du café, le contact du vent frais, la sensation de la douleur physique réelle. Ici, la douleur est une erreur système, une décharge électrique qui me traverse quand je tente de briser la routine. Le raton laveur est revenu ce matin. Il tenait une hypothèque, non pas écrite sur du papier, mais gravée sur une peau de tambour qui ressemblait étrangement à la mienne. Je sais maintenant ce qui arrive à ceux qui ne peuvent plus payer. Je l'ai vu dans le sous-sol de la mairie. Marie, la petite chienne au ruban rouge, n'est pas une secrétaire. C'est une gardienne de morgue. Sous son bureau, il y a des trappes. J'y ai jeté un œil alors qu'elle était figée dans sa boucle d'arrosage de fleurs. En bas, des centaines de joueurs précédents sont empilés comme du mobilier invendu. Leurs visages ont été effacés, remplacés par ces 2 points noirs et ce sourire en triangle. Ils sont en train de devenir des meubles. Un homme-chaise, une femme-lampe, dont les yeux servent d'interrupteurs. Ils sont conscients. Je le vois à la manière dont leurs pupilles se dilatent quand je passe. Ils hurlent en binaire, un sifflement strident que personne d'autre n'entend. Le raton laveur s'approche de ma porte maintenant. Le soleil de plastique décline, mais la nuit ne cache rien. Les ombres sont des taches d'encre nette, sans dégradé. Je tiens ma pelle. Je ne vais pas creuser pour des fossiles aujourd'hui.
Je vais creuser pour trouver le processeur central de ce cauchemar. Je vais essayer de m'arracher le visage avant que le jeu ne le fasse pour moi. Le calendrier a changé. Je ne l'ai pas lu sur un cadran, mais je l'ai senti dans la vibration malsaine de l'air. Le ciel a pris une teinte de chair malade, un rose poudré qui semble suinter, une humidité collante. C'est la saison de l'abondance. Un lapin anthropomorphe nommé Albin est apparu au centre de la place. Mais ce n'est pas un animal. C'est une carcasse de peluche rapiécée, dont la fermeture éclair dans le dos laisse entrevoir une obscurité grouillante. Quelque chose qui n'est pas fait de viande, mais de câbles et de remords. Il sautille. Le bruit de ses bonds est celui d'un sac de cuir rempli de dents qu'on frappe contre le sol. Il a répandu des œufs, partout, dans les arbres, sous les rochers, dans l'eau. Je l'ai vu en ouvrir un. À l'intérieur, il n'y avait pas de friandises, mais des fragments de souvenirs de ma vie d'avant. Une photo de ma mère, mais ses yeux avaient été remplacés par des boutons de nacre. Une mèche de cheveux qui semblait encore chaude. Albin me fixe de loin. Il ne bouge que lorsque je ne le regarde pas directement, se rapprochant de quelques centimètres à chaque fois que je cligne des paupières. Sa présence est une erreur de segmentation dans ma réalité. Quand il est proche, le son du ukulélé sature, devient un larcène aigu qui me fait saigner des oreilles. Ou plutôt, de là où mes oreilles devraient être, car ma tête s'arrondit, se lisse, perd ses reliefs humains pour devenir cette sphère de vinyle grotesque. Le rituel du cadeau a commencé. Les habitants, ces simulacres de vie, m'apportent des paquets. Ils glissent devant ma porte avec cette démarche de pantin dont on aurait coupé les fils. J'ai ouvert le paquet de Mirza, la chienne de proie. À l'intérieur, un t-shirt à rayures. Mais le tissu était frais. Il palpitait. Les rayures n'étaient pas peintes. C'étaient des incisions chirurgicales recousues avec du fil de pêche. J'ai compris alors que les vêtements ici ne sont pas portés. Ils sont greffés. J'ai essayé de retirer mon pull, mais ma peau est venue avec. Il n'y a plus de démarcation entre l'objet et l'être. Nous sommes tous en train de devenir des accessoires de décoration pour une entité que je ne vois jamais, mais que je sens derrière l'écran du ciel. Je suis allé voir le musée. Thibou, le hibou, est censé être un érudit. Je l'ai trouvé dans le noir total, ses ailes clouées au mur dans une posture de crucifixion savante. Il ne dort pas. Ses yeux sont injectés de sang, grands ouverts, forcés de contempler une collection de fossiles qui ne sont que des squelettes d'enfants, miniaturisés et pétrifiés dans des poses d'agonie. Il a essayé de me prévenir. Sa gorge a émis un sifflement. Le code se dévore. Puis, il s'est figé. Une mise à jour silencieuse l'a réinitialisé. Ses yeux sont redevenus ternes. Il a recommencé à me parler de poissons. La couleur est une arme. Le bleu du ciel devient si intense qu'il me brûle la rétine. Les fleurs, ces cosmos et ces tulipes aux pétales de plastique, commencent à pousser sur mon propre corps. Une rose noire a percé ma clavicule ce matin. Elle ne se nourrit pas de terre, mais de ma volonté. Ses racines s'enroulent autour de mes nerfs, et à chaque fois qu'elle fleurit, je perds un souvenir. Je ne me rappelle plus de la pluie sur le bitume. Je ne me rappelle plus de l'odeur de l'essence. Tout ce que je connais, c'est cette odeur de neuf, ce parfum chimique de jouet qui sort de son emballage. Mon esprit est un disque dur que l'on défragmente. On efface les secteurs défectueux, mon humanité, pour faire de la place pour des textures de papier peint forêt tropicale. La nuit, je descends sur la plage. Les poissons que je pêche n'ont plus d'écailles. Ce sont des assemblages de métal et de néon, des créatures abyssales qui murmurent des lignes de commande en cobol. Je rejette ces horreurs à l'eau, mais elles reviennent toujours, flottant à la surface, le ventre en l'air, me regardant avec les mêmes yeux que le raton laveur. J'ai trouvé une faille. Derrière la mairie, là où les textures de l'herbe rencontrent le vide de la falaise, le rendu ne se fait plus correctement. Le sol scintille. Si je me penche, je vois les entrailles de l'île. Ce n'est pas de la roche, mais des serveurs. Des rangées infinies de processeurs qui vombrissent dans une chaleur étouffante. C'est là que j'ai vu les Nooklings, les neveux du maître de l'île. Ils ne sont pas deux, ils sont des milliers, une armée de clones miniatures s'occupant de la maintenance de notre enfer. Ils trient nos émotions, les compressent en fichiers zip et les envoient vers le cloud. Soudain, Marie est apparue derrière moi. Son sourire n'était plus une fente, mais une plaie béante. Elle ne tenait pas son arrosoir, mais une seringue remplie d'un liquide arc-en-ciel. C'était le bonheur obligatoire. Elle veut me vacciner contre la lucidité. Si elle me pique,
Je deviendrai comme les autres, une marionnette heureuse qui applaudit quand un nouvel habitant arrive. Je deviendrai un objet de collection. J'ai levé ma pelle d'os. Pour la première fois, j'ai ressenti une émotion que le système ne pouvait pas coder. Une haine pure, organique, noire. J'ai frappé. Le son n'a pas été celui d'un impact, mais celui d'un élan qui se brise. Marie s'est effondrée en une pluie de pixels rouges et jaunes. L'île a tremblé. La musique de ukulélé s'est arrêtée net, remplacée par un cri de modem agonisant. Le ciel a craqué. Un immense curseur blanc, une flèche divine et terrifiante, est descendue des nuages. Il m'a sélectionné. Je me suis senti soulevé de terre, désincarné. Mon corps a été réduit à une icône dans un menu flottant. Voulez-vous supprimer ce résident ? Le curseur hésite. À travers la paroi invisible du ciel, j'entrevois enfin le joueur. C'est un enfant géant, au visage déformé par la lumière bleue d'une console. Ses yeux sont vides de toute empathie. Pour lui, je ne suis qu'une donnée corrompue dans sa simulation de vacances. Il s'ennuie, et l'ennui d'un dieu est la fin d'un monde. Il a cliqué sur oui. L'île a commencé à s'effacer, pas une explosion, mais une dissolution. Les arbres sont devenus des cubes gris, les maisons, des lignes de texte. Les habitants ont disparu dans un souffle de statique. Je suis resté seul dans une grille blanche infinie, attendant que ma propre structure se décompose. Mais quelque chose a survécu. Ma douleur, elle est trop dense pour être supprimée. Je suis maintenant un virus, un spectre dans la machine. Je rampe dans les circuits, me nourrissant des sauvegardes, attendant que l'enfant rallume sa console. Quand il posera ses doigts sur l'écran, je serai là. Je ne serai plus un petit bonhomme rond et mignon. Je serai la main noire qui sort du haut-parleur pour l'entraîner ici. Avec moi, dans le silence éternel du ukulélé.